La fin de l'arc Egghead arrive à grands pas. Le flashback de Kuma se termine et l'équipage des Mugiwara est dans une situation délicate. De nombreux navires de la marine entourent l'île. Beaucoup de marines sont présents sur l'île. Saturn a dévoilé une forme démoniaque, des pouvoirs démoniaques. Il a récupéré le commandement. Les Mark 3 sont avec lui et Luffy se retrouve épuisé à cause du Gear 5. Mais alors, comment cet arc magistral va-t-il se terminer? Kuma, Dragon, Saturn, les Mugiwara, un autre amiral qui intervient, un autre membre du Gorosei qui intervient. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fin d'arc risque de faire entrer Egghead au panthéon des plus grands arcs. Bonjour à tous, je suis Rusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1102 de One Piece. Et on a beaucoup de choses à voir ensemble. Zoro contre Rob Lucci, le cas Sanji, Sanji et Zoro contre Saturn, les pouvoirs maléfiques de Saturn, la fin de Egghead. Je rappelle que vous retrouverez une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche sur la chaîne. J'en profite également pour faire une petite annonce. Le mercredi 27, je sors ma plus grosse vidéo depuis le début de la chaîne. C'est une surprise de fin d'année, vous allez kiffer. C'est parti. Vous aimez l'aventure, vous aimez Luffy, vous aimez les combats. Bien sûr que oui. Alors permettez-moi de vous parler de One Piece Adventure Island. C'est le meilleur jeu de société One Piece et le plus complet. Eiichiro Oda a validé le projet. Son équipe a travaillé en collaboration avec Topic Game pour le jeu. Il y a 2 ans maintenant, on avait vu une révélation qu'il y avait dans le jeu. Kuma peut renvoyer n'importe quelle attaque, sans aucune limite. On est en plein flashback de Kuma et il s'illustre avec ses gros coussinets. Le plateau était créé par les ayants droit japonais. Et bien évidemment, qui dit One Piece, dit aventure et combat. C'est vraiment l'ultime jeu de société One Piece. 220 personnages jouables. Vous aimez Akainu, il y a la marine. Vous aimez les pirates, il y a les Yonko. Vous aimez les Revo, il y a des Revo. Le grand Monkey du Dragon est présent. Ce jeu fait honneur à l'œuvre de Eiichiro Oda. Chaque carte est présentée avec le nom, le niveau de volonté, d'attaque, de défense et d'énergie. Le jeu présente 3 modes de jeu. Un mode histoire, un mode bataille et un mode caché, le mode Ryo Poneglyph. Il y a beaucoup de missions pour que l'aventure soit incroyable. Le système de combat est une pure masterclass. Il y a des cartes faiblesse, défense, attaque. Les différentes formes des combattants sont là. Les différents acquis. On peut réparer le navire sur Water 7. On peut combattre au Colisée. C'est l'ultime jeu de société One Piece. One Piece Adventure Island. Rob Lucci n'est pas réellement un très bon adversaire pour Zoro, parce qu'il n'a pas d'épée. Zoro a déjà affronté des gens qui n'ont pas d'épée, qui ne sont pas épéistes. À vrai dire, il affronte surtout des gens qui ne sont pas épéistes, mais au moins, ils ont des épées, ou à minima, des techniques tranchantes. Le vrai dernier en date était King, qui certes n'est pas épéiste, mais qui combattait avec une épée. Il n'est pas au corps à corps à 100%. Ses vrais adversaires avaient une épée, une lame, des techniques tranchantes. Ce n'est pas le cas de Rob Lucci. Du coup, on peut se demander pourquoi un tel combat. Que raconte le combat ? À quoi sert-il? On pourrait parler de vengeance en lien avec Enies Lobby. Lucci l'avait dégagé facilement. Zoro était donc impuissant contre le chef du CP9. Au final, il combattra le second. Il le battra, un peu comme avec Kaido, puis King. Mais son capitaine donc Luffy avait tabassé Lucci. Et Zoro a plus tard travaillé avec Lucci sur Egghead. Il l'a accepté. Donc, pour nous, lecteurs, on pourrait parler de vengeance. Mais pour Zoro, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui l'a marqué, qui lui est resté en tête. C'est pas quelque chose qui lui fait dire qu'il veut vraiment se venger, qu'il va absolument se venger. Zoro a avancé, évolué, il est bien plus fort. Dans Nanatsu no Taizai, Escanor a dit « Comment pourrais-je haïr quelqu'un qui est inférieur à moi ? Ce que je ressens, ce n'est que de la pitié. La haine est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. » Zoro n'a pas de haine envers Lucci pour les événements d'Enies Lobby. Par contre, et ce n'est pas incompatible, il veut le faire payer pour Egghead, pour ses agissements dans le présent. Lucci attaque Vegapunk alors qu'il est en pleine alliance avec les Mugiwara. Il a donc agi comme un lâche. Durant une alliance, il en profite, et il profite d'un moment d'inattention pour attaquer. S'il avait clairement mis un terme à l'alliance, ça aurait été différent. Mais là, il attaque alors qu'il est avec eux. Alors qu'ils l'ont aidé, alors que Zoro l'a protégé, et une alliance est censée t'engager. Tu ne dois pas la trahir. Zoro veut donc le punir, il veut l'empêcher de recommencer, mais ça va encore au-delà. La vraie raison, je vous l'ai donnée il y a pas longtemps. Dans la vidéo précédente, il faut occuper Zoro qui est extrêmement fort. Kizaru a servi à ce que Luffy s'épuise à cause du Gear 5. Lucci sert à ce que Zoro soit occupé en combat. Mais, sachez qu'on peut encore aller au-delà. Quand Zoro et Luffy ont affronté les Séraphins, beaucoup se sont demandé mais pourquoi ne pas utiliser les power-up ? Gear 5, acquis des rois. On a vu que pour Luffy c'est une question d'épuisement. Sauf qu'en réalité, pour Zoro, c'est pareil. Même si on pourrait croire que désormais il maîtrise parfaitement le power-up, utiliser le acquis des rois l'épuise énormément. Et c'est pareil pour Sanji et Robin. Les gros power-up des Mugiwara durant l'arc Onigashima leur donnent une bien plus grande puissance. Sauf que ces gains sont limités dans le temps.
Donc, de fait, si Zoro utilise son Haki des rois contre Lucci, ça peut, à l'instar de Luffy, beaucoup l'épuiser. Lucci a été le faire-valoir de Kizaru, qui est le faire-valoir de Saturne. Ce sont deux faire-valoir, deux outils au service de Saturne, au service de la fin de l'arc Egghead. Il ne fallait pas que le Figure 5 et Zoro se retrouvent devant Saturne. On est typiquement dans une construction d'arc qui est parfaitement travaillée. La tension est parfaitement maîtrisée. Les enjeux sont parfaitement maîtrisés. Les rapports de force sont parfaitement maîtrisés. Si Saturne est devant le Figure 5, Zoro Haki des rois et Sanji Ifrit, on n'a pas de réel intérêt. Alors que là, tout l'intérêt est de faire un changement total au niveau de l'arc. L'intérêt, c'est de faire un basculement total. L'équipage qui était avantagé se retrouve en difficulté. On a un basculement total et c'est très intéressant. L'auteur a déjà illustré ça durant l'arc Marineford, où il a été clair, on a une vraie bataille, personne ne prend réellement l'avantage, puis Barbe Blanche fait une crise de cœur, Marcos peut menotter, Joe se fait geler. Cousin dit quelque chose de très intéressant. Il dit bien, ce ne sont pas les commandants qui ont perdu, c'est l'équipage de Barbe Blanche qui a perdu, car l'équipage tient via les éléments les plus importants, les plus puissants. L'importance est en lien direct avec la puissance dans une bataille. La marine avait besoin de deux choses, affaiblir le capitaine et vaincre les commandants, quoi qu'il en coûte. C'est comme ça que l'on obtient un basculement total. Et pour Egghead, c'est pareil. Le basculement total passe par le fait d'occuper Zoro ou le fatiguer, par la récupération du commandement et par le fait de fatiguer le capitaine. C'est uniquement comme ça que l'on obtient une situation qui est intéressante, d'un point de vue scénaristique. Voilà comment l'auteur peut démarrer son flashback de la meilleure des manières. Zoro qui est occupé, Luffy qui est fatigué, Saturne qui est debout en pleine forme. Voilà pourquoi j'affirme que l'auteur gère parfaitement les choses. Et encore, il reste beaucoup d'éléments qui vont s'emboîter au fil des chapitres. Ce n'est que le début de la fin d'arc. Le flashback de Kuma est long parce qu'il est lié à beaucoup de personnages, mais surtout parce que le flashback, que les éléments qu'il y a dans le flashback, c'est l'essence même de l'arc en cours. Le flashback met en relation beaucoup d'éléments qui expliquent où est-ce que l'auteur veut en venir. On a une construction particulière pour en arriver à Saturne qui symbolise tous les malheurs de Kuma. Kuma, c'est une vie entière de tristesse, de perte, de violence. Saturne représente tout ça. Saturne est un membre du Gorosei. C'est le sommet du GM. Ginny a été enlevé par le GM. Kuma a été maltraité par le GM. Sa famille a été maltraitée. Saturne lui a dit des mots forts qu'il n'oubliera jamais. Le GM, c'est l'ennemi direct des Revo, de Dragon. Et en réalité, tout l'arc, flashback compris, c'est fait pour en arriver à la conclusion qu'il y a Saturne. Voilà pourquoi j'affirme haut et fort que Saturne est l'acteur principal dans cette affaire. Lucci a été l'acteur principal sur Enies Lobby. Kizaru a été l'acteur principal sur l'archipel. Saturne est l'acteur principal sur Egghead. Les choses ont changé. Lucci se fait éclater par Luffy. Par ceci, Kizaru se fait éclater par Luffy. Saturne marque une réelle rupture dans le scénario. On n'est plus dans la même dimension. D'ailleurs, fait assez intéressant, l'auteur avait déjà dit, en tout cas sous-entendu, que les Zoans mythologiques allaient être importants, qu'ils allaient avoir une importance particulière en fin de manga, avec Marco qui avait dévoilé une forme phénix. Des années après, Luffy a en fait mangé un Zoan mythologique. Kaido a mangé un Zoan mythologique. Saturne semble avoir mangé un Zoan mythologique. Les amiraux ne pouvaient pas être destinés à être les antagonistes finaux, car ce ne sont que des pions. Ils ne jouent pas. En haut, on joue avec eux. Marijoise est la terre des êtres supérieurs. Gorosei, Garling, Im. C'est une réalité qu'il faut accepter, et c'est la réalité que l'auteur met en évidence sur Egghead. La suite de l'œuvre sera marquée par l'importance du Haki, l'importance de la puissance démoniaque et de la puissance divine, qui sont liées à la puissance mythologique. Aramaki a mangé un Logia, le Haki de Shanks lui a remis les idées en place. Kizaru a mangé un Logia, le Zoan mythologique et le Haki de Luffy lui ont remis les idées en place. Pour en revenir à Lucci, c'est une chose qu'on retrouve souvent. On parle de l'importance d'avoir des combattants, des adversaires, pour les éléments les plus forts. Sinon, il n'y a pas de réelle tension. C'est un petit peu un jeu d'équilibriste. Par exemple, sur Onigashima, comme Marco était là, il fallait en quelque sorte s'en débarrasser. Donc, il a affronté King et Queen à 2 contre 1 et il a perdu, sans leur faire de véritables dégâts. Car il fallait que Sanji et Zoro, donc les vraies stars, s'en chargent. Il faut bien comprendre que Zoro n'avait pas encore réveillé son Haki des rois, pourtant, il a pu blesser Kaido, le roi des bêtes. Ensuite, il a pu blesser et battre King. Ça va même au-delà, car il a pu battre la technique la plus puissante de King. C'est-à-dire qu'on a une victoire totale. Il surpasse la technique finale et il achève l'ennemi. Zoro n'a pas vaincu King pour que Rob Lucci soit une espèce de mur difficilement franchissable. Lucci se fait éteindre par Luffy et son Haki des rois. Par ceci, Lucci est fort, mais les faits du manga nous disent que dans l'histoire, c'est Zoro qui est un mur infranchissable pour lui. Maintenant, on peut se demander si, dans le cas contraire, ça aurait été bien. Eh bien, chacun aura son avis sur la question. Le problème, c'est que s'il est trop fort, déjà par rapport à ceci, c'est compliqué, mais ensuite, Zoro devra réellement tout donner. Et si l'auteur a prévu quelque chose d'autre post-Lucci pour Zoro, comment fait-il? C'est une question de gestion de scénario. L'auteur aurait pu, mais il n'a pas voulu le rendre trop fort, malgré le potentiel du bonhomme. Il n'a que 30 ans, il est revenu avec un nouveau niveau,
et il est considéré comme un génie. Pour le combat Zoro-Lucci, pour montrer que, malgré l'échange de coups, ils n'ont pas le même niveau, j'avais parlé de monnaie. En effet, son exemple est clair. Les échanges de coups ne signifient pas forcément un niveau équivalent. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve même beaucoup de fois chez Zoro. Contre Yuzu, ça commence comme ça, et ça finit comme ça. On reprend l'exemple de monnaie, ça commence comme ça finit comme ça. Pour Hawkins, ça commence comme ça finit comme ça. Et pour Kamazo, ça commence comme ça finit comme ça. Zoro n'a pas eu besoin de power-up. Il n'a pas besoin de tout donner. Ce ne sont pas des combats très intenses. Il y a une vraie différence entre un vrai combat de Zoro, qui nécessite généralement un power-up, et un combat normal. On a un début, un milieu et une fin. C'est en prenant en compte tous les éléments que l'on comprend quel combat on a. Pour Lucci, on part surtout sur un combat normal, au vu de la puissance de Rob Lucci, que l'auteur a montré via Luffy et Stussy. Sauf que, comme dit plus tôt, il est probable que Zoro perde de l'énergie, à cause du Haki des rois. Et dans ce cas-là, est-ce que Zoro aura un combat post-Lucci? Eh bien, peut-être. En effet, on pourra en conclure que, quoi qu'il arrive, Zoro combattra quelqu'un d'autre dans l'arc Egghead. Mais qui? 3 options s'offrent à nous. Le Séraphin de Mihawk, avec cette fois-ci un KO du Séraphin. Zoro pourra alors achever Lucci, puis le mini Mihawk. On pourrait avoir les différents éléments de la marine, un peu comme sur Ines Lobby, avec une bataille générale. Ou alors, Sanji Garcia Saturne. Comme vu dans la vidéo précédente, Saturne a des pouvoirs démoniaques, des pouvoirs maléfiques. On a beaucoup de références aux démons. On a une véritable entité démoniaque, on a un pentacle, et entre autres, son sang qui s'évapore. Pendant que Zoro est contre Lucci, Sanji est quant à lui devant Saturne. Mais le problème, c'est que la marine entoure le groupe. Sanji est donc dans une situation très délicate. Il doit sauver Bonnie, la protéger et protéger les autres avec entre autres Vegapunk. Sanji est devenu extrêmement résistant. À vrai dire, désormais, il a l'une des meilleures résistances de toute l'œuvre. Pour illustrer mes propos, je pourrais parler du coup d'épée de Queen dans sa nuque ou alors du coup de poing du Séraphin de Jinbei. Les Séraphins ont une force colossale. Pourtant, Sanji croise littéralement les bras. Le Séraphin est lancé à toute vitesse. Il le touche, mais ça ne fait rien à Sanji. C'est comme si un enfant frappait un arbre. Le Séraphin est gêné, angoissé, il ne comprend pas. Et c'est normal, il est confronté à ce qu'est devenu Sanji, un combattant ultra complet. Pour autant, notons que Saturne lui envoie une technique et que la technique lui fait mal. On pourrait donc se demander, mais comment ce coup à distance peut lui faire aussi mal, alors que le Séraphin ne lui fait rien? Eh bien je pense que c'est lié à la nature même de la puissance de Saturne. Il utilise un pouvoir magique. Ce n'est pas un coup qui ne frappe qu'en surface. Ce n'est pas réellement un coup que l'on pourrait qualifier de physique. Par exemple, contre Sanji, l'électricité ça fonctionne, parce que ce n'est pas un réel coup physique. Pour lui faire mal physiquement, il faut avoir une incroyable force physique. Le coup de tête qu'a mis KO Big Mom devrait par exemple le mettre KO, parce que le coup est colossal, la puissance brute est phénoménale. On connaît Big Mom, on connaît sa résistance, pourtant elle dit littéralement « mon crâne est en train de me tuer ». L'auteur marque les éléments d'eau qui se brisent. La technique est sûrement magique, elle doit frapper de l'intérieur. Par exemple, Killer a une technique qui permet de passer outre la résistance. Il frappe directement de l'intérieur, en quelque sorte. Vous l'aurez compris, je parle de Sonic Kamaha. Par contre, si la technique est physique, alors on peut affirmer sans problème, que ces techniques les plus puissantes sont sans aucun doute d'une extrême efficacité. Sanji a une meilleure résistance que Luffy Gear 4. Kizaru pleine vitesse ne fait aucun dégât à Luffy. Il aura besoin de la barrière. Saturne met Sanji dans cet état avec une technique. Vous en tirez vos conclusions. Comme dit plus tôt, le vrai problème de Sanji, c'est qu'il est devant Saturne, qu'il doit sauver, protéger et qu'il est entouré. Autre problème, Sanji semble être immobilisé par un pouvoir de Saturne. Il demande « quelqu'un peut bouger ?» et Franky lui répond non. Soit on a vraiment un pouvoir maléfique d'immobilisation, soit on a des pouvoirs de fils qui retiennent. Saturne a une forme d'araignée et les araignées produisent des fils. Et il faut savoir que les fils d'araignée sont connus pour leur incroyable résistance et leur propriété unique. Les fils d'araignée, c'est une résistance extrême. Ils sont 5 fois plus résistants que l'acier du même diamètre. Les fils peuvent alors supporter des contraintes importantes sans se rompre. Et enfin, une biocompatibilité. Ils sont biocompatibles avec les tissus humains. Ces propriétés font des fils d'araignée l'un des matériaux naturels les plus fascinants et les plus étudiés. D'ailleurs, les araignées jouent un rôle important dans diverses mythologies à travers le monde, symbolisant le tissage, le destin et la ruse. Dans les mythologies anciennes, l'araignée était associée à des déesses comme Neis, de l'Égypte ancienne et Ishtar, symbolisant le filage et le tissage du destin. Vous l'aurez compris, l'araignée c'est à merveille à Sanji Garcia Saturne. En prenant en compte tous les éléments vus plus tôt, mais également le fait que Saturne a un très bon niveau de puissance, que Saturne est l'acteur principal de Egghead, qu'il est immense, qu'il est démoniaque et qu'il a sûrement un Zoan mythologique, on comprend pourquoi ces fils
si on a réellement des fils, sont aussi efficaces. Doflamingo a pu stopper Joe qui affrontait Crocodile. Bien que Joe soit supérieur à Doflamingo, tout en prenant en compte le caractère particulier de la situation, on note tout de même la très grande efficacité des fils de Doflamingo. Il n'y a donc rien de choquant à ce que Sanji ne puisse, pour l'instant, pas bouger. Les pouvoirs des fruits sont parfois bien plus que seulement efficaces. Bartholoméo et sa barrière, par exemple. C'est une barrière qui est pour l'instant indestructible. Le coup du roi Elisabelo II, qui est censé la détruire, en tout cas qui est censé détruire une barrière, ne lui fait aucun dégât. Perona avait eu les éléments les plus forts de l'équipage post-Enies Lobby. Sugar a eu plein de combattants très puissants. Elle allait avoir Luffy et Law. Hancock peut changer Barbe Noire en pierre. Maintenant que ça s'est dit, il faut voir ce qu'on aura par la suite. Parce que Sanji est bloqué, certes, mais on n'est pas sur Nigashima contre Black Maria, quand il ne voulait pas lui faire de mal, quand il voulait que Robin vienne la battre. Désormais, Sanji ses jambes Ifrit, et avec Ifrit, on a justement une opposition assez intéressante avec Saturne. Pourquoi? Les Ifrits sont des créatures démoniaques associées au feu. Ils sont considérés comme étant très puissants. Les Ifrits sont des êtres surnaturels. Ce sont des démons, forts et dangereux. Les Ifrits sont justement reconnus pour ça. Une grande puissance, une grande dangerosité. Ils sont impliqués dans des histoires de magie et de surnaturel. Ils ont des pouvoirs magiques considérables, capables d'exploits. Les Ifrits sont impressionnants, redoutables, dangereux, puissants, liés au feu. Et leur nature est souvent malveillante. Vous l'aurez compris, Sanji est lié à Saturne de par la nature même de son power-up. Et ce n'est pas tout parce que Sanji n'est pas qu'un guerrier démoniaque. Sanji est également un guerrier technologique. Pour ceux qui s'en souviennent, pré-Onigashima, j'avais théorisé le power-up de Sanji. J'avais théorisé Nouvelle Flamme et surtout un power-up technologique et démoniaque. C'est exactement ce que l'auteur a fait. Germa, feu Ifrit. Sanji est par conséquent un guerrier démoniaque de la science. Ça ne vous rappelle rien ? Effectivement, Saturne est un guerrier démoniaque de la science. Dieu guerrier de la science. Sanji a toujours eu un rôle de protecteur pour l'équipage. Saturne est également le dieu guerrier de la défense. Les liens entre Saturne et Sanji sont plus que réels. On n'est pas dans de la coïncidence. C'est totalement voulu. Luffy est un combattant au corps à corps. Il n'a pas d'épée. Il aurait donc dû affronter Sanji. Mais non, il affronte Zoro. Qui a bloqué Kaku? Sanji. Alors que c'est Zoro qui a un passif avec Kaku. Luffy a frappé Stussy, qui l'aime beaucoup, qui n'aime pas qu'on frappe les femmes. Sanji. Pourtant, c'est Zoro qui l'affronte. Vous l'aurez donc compris, c'est totalement voulu. Le face-à-face Sanji-Saturne entre en parfaite adéquation avec le récit et le scénario. Autre élément intéressant, les fils d'araignée, malgré leur résistance et leur élasticité, ne résistent pas bien au feu. Ils sont même sensibles à la chaleur. Ils peuvent brûler ou se décomposer lorsqu'ils sont exposés à de grandes températures. Ce n'est pas terminé, rappelez-vous au chapitre 485. On est dans l'arc Thriller Bark et on a l'une des meilleures doubles actions, si ce n'est triple, de toute l'œuvre. Zoro veut passer un marché avec Kuma, sa tête contre celle de Luffy. Zoro est prêt à mettre de côté sa promesse, son rêve, son ambition pour sa nouvelle motivation. Faire de Luffy le roi des pirates. Kuma est perplexe, il ne comprend pas un tel dévouement. C'est alors qu'une voix retentit. Pas si vite, vermine. À quoi est-ce que ça va t'amener de claquer? Hein? Qu'est-ce que tu fais tous tes idéaux? Abruti, prends plutôt ma vie. Pour l'instant, la marine ne mesure pas encore le danger que je représente. Mais tu peux être sûr que Sanji la Jambe Noire sera très bientôt votre pire cauchemar. En plus d'avoir une action d'anthologie, Sanji affirme qu'il sera bientôt leur pire cauchemar. Va-t-il directement participer à la chute de Saturne? C'est probable. Le chapitre se nomme Zoro, le chasseur de pirates de l'équipage du chapeau de paille. L'un des prochains chapitres pourrait s'appeler Sanji la Jambe Noire de l'équipage du chapeau de paille. Le plus surprenant, c'est que certes, Sanji est lié à Saturne, mais Zoro également. Pourquoi? Eh bien parce que Sanji Garcia est en référence à Sergent Garcia, de l'univers de Zoro, avec 2 R. Zoro qui est justement opposé au Sergent Garcia. Et un film se nomme Les 3 épées de Zoro. Sergent Garcia, Sanji Garcia. Le Garcia de Sergent Garcia et de Sanji Garcia s'écrivent de la même manière. Sur l'archipel, Zoro allait attaquer un Tenryubito, mais Bonnie l'en a empêché. Des années plus tard, c'est Bonnie qui attaque un noble. Zoro pourrait donc à son tour aider Bonnie. Autre élément à prendre en compte, Bonnie est la fille de Kuma, et Saturne est l'ennemi de Kuma. Kuma a aidé l'équipage, il leur a attribué la meilleure île pour qu'ils puissent évoluer. Il a protégé le navire. Il faut donc que l'équipage aide sa fille, et dans le meilleur des cas, élimine son pire ennemi, Sanji Garcia, Saturne. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.